Bonsoir, chers amis et collaborateurs de l'IRTIM. Donc, encore une fois, bienvenue à ce symposium célébrant les 5 ans de l'IRTIM, l'Institut d'études et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission. Donc, je me présente, je m'appelle Fabienne Beauséjour, je serai votre modératrice pour ce soir. Euh, et j'aimerais aussi souligner la présence de notre invitée et conférencière pour ce soir, Lisa Marie Gervais, qui est journaliste au journal Le Devoir sur les questions d'immigration. Donc, on vous la présentera un peu plus en détail dans quelques minutes, mais bienvenue parmi nous. Donc, je vais commencer peut-être par ma petite histoire avec l'IRTIM. J'ai entendu euh, parler de l'IRTIM pour la première fois en 2021. J'étais étudiante en théologie à l'ETEC et l'Université Laval, donc j'étais sous la supervision de Martin Belrose et de Nadia Vaccaro. Donc, si vous voulez savoir comment c'est de travailler avec Martin et Nadia, je dirais simplement que j'ai survécu. Mais, mais blague mise à part, j'ai vraiment aimé mon expérience. Je ne vais pas vous mentir, il y a ces doses de souffrance et de sueur, mais je n'ai jamais regretté mon choix de travailler avec eux. Donc voilà, c'est donc cette même année, en 2021, on m'a proposé de devenir membre du conseil d'administration de l'IRTIM. J'ai, j'ai accepté en réalisant que chacun des acronymes, chacun des éléments de l'acronyme de l'IRTIM se retrouvait un peu dans mon mémoire de maîtrise à ce moment-là. Donc, c'est un peu une collaboration qui allait de soi. Euh, Par contre, en travaillant, en réalisant, en apprenant à connaître davantage l'Institut, je réalisais que même si mes intérêts d'études s'alignaient avec l'IRTIM, ma personnalité, un peu moins. Je vous explique. Si, comme moi, vous aimez avoir un plan précis, déterminer toutes les étapes pour vous amener à réaliser ce plan à l'avance, puis l'IRTIM, disons, va vous sortir de votre zone de confort. Puis, pourquoi? Parce que, en fait, l'IRTIM me rappelle un peu le parcours du migrant. L'idée n'est pas de regarder avec des lunettes roses, disons, des situations humaines extrêmement difficiles, mais il y a aussi l'aspect de une autre facette de ces histoires où il faut aussi voir le courage, la détermination et bien souvent la foi aussi, qui est une autre facette, je pense, de l'histoire du migrant. Donc, l'IRTIM a commencé avec peu de ressources financières, mais une inestimable expérience d'une poignée de gens qui ont décidé d'avancer sur le chemin avec la création de l'Institut. Il n'y avait aucune assurance quant à l'avenir, mais il fallait avoir la foi et l'abandon à ce que le Seigneur fait. Donc, dans le parcours, au cours des 5 dernières années, excusez-moi, au cours des 5 dernières années, il y a eu des amitiés développées, des alliances, des tendances qu'on voit qui se prennent, et aussi des choses qui se dessinent qui n'étaient pas prévues. Et ça, je vais laisser Martin vous en dire davantage sur ces belles surprises et les accomplissements des dernières années. Mais je dois aussi préciser que cette insécurité assumée, ce n'est pas le fruit de l'insouciance, c'est plutôt une ouverture à ce que l'esprit fait et se laisser guider par celui-ci. Voilà un peu qui fait partie de l'ADN de l'IRTIM. Et on croit que c'est ainsi que le Seigneur a guidé l'IRTIM là où il y avait les besoins et là où il y a les besoins. Pas non seulement lorsqu'il y en avait, mais là où il y a les besoins. Donc, si nous célébrons les 5 dernières années, nous prenons aussi le temps, avec ce symposium, de regarder vers l'avant. Euh, ouais. Quand on constate un peu la convergence des discours anti-migratoires dans le monde, la vision de la laïcité, de laquelle découlent beaucoup de lois au Québec, je me demande un peu, comme l'avait fait Mardoché dans son époque, qui sait si ce n'est pas pour un moment comme cela que Dieu a amené l'IRTIM là où il est dans le contexte de notre histoire. Donc, je vous ai parlé brièvement de mon lien avec l'IRTIM,
Et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous aussi, vous avez uni avec l'IRTIM. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Euh, dans un moment où beaucoup peuvent se dire, bon, ça va trop bien chez moi pour me soucier de l'étranger, c'est tellement facile de détourner le regard. Mais pour certains, un peu comme moi, immigrante, enfant d'immigrants au Québec, c'est, c'est une histoire qui nous touche parce que c'est notre histoire aussi. Euh, mais pas seulement pour cela. Si vous regardez cela à partir d'une posture, à partir de la foi, on peut dire que ça nous amène à comprendre aussi la nécessité de cette immigration et de l'immigration dans notre contexte. Donc, dans ces prochains jours, nous sommes tous contributeurs. Et c'est l'occasion de nous accueillir les uns des autres parce que l'IRTIM prend la couleur de ceux qui viennent. Euh, donc, sachant que notre discours et notre façon de vivre la foi découle de notre théologie. Donc, quand on s'arrête un moment pour penser à la mission de l'IRTIM dans le domaine de la formation en théologie à ce moment de l'histoire, eh bien, on peut tous se dire, quelle belle invitation. Donc, bon symposium. Et je laisse la parole à notre président du conseil d'administration, Pierre Tessier. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir. Je vais être bref, puis je vais vous présenter plus mon panel par rapport à la mission, la migration. Moi, je suis né au Québec. Je suis né dans un quartier qui s'appelle Saint-Simon-Apôtre, dans le quartier antique, un quartier à forte connotation italienne. Puis, à ce moment-là, dès mon école primaire, il y a deux écoles primaires, une aux côtés de l'autre, séparées par une clôture. D'un côté, c'est les anglophones, de l'autre côté, c'est les francophones. OK? J'ai 64 ans, donc ça ne remonte pas à si longtemps que ça. Et je me souviens qu'on se lançait des roches d'un côté à l'autre de la clôture. Puis quand moi, je vais jouer au hockey le soir ou que je vais jouer pour mon équipe civile, dans mon équipe, il y a très peu de francophones. Je me retrouve avec, en minorité presque, dépendamment des années paires ou impaires, qui sont les meilleurs joueurs puis avec qui je vais jouer. Mais quand on joue contre les autres équipes, Salaberry, les Loisirs Saint-Alphonse, c'est toutes des francophones. Et ils nous perçoivent comme des anglophones. Puis ils ne nous aiment pas à cause de ça. Puis moi, je joue dans cette équipe-là. Puis mes amis coéquipiers qui parlent parfois anglais sur le banc ou italien, parce que ça se produit, ben je n'en fais pas partie complètement parce que je suis aussi à l'extérieur pour eux. Quand ils vont à la maison, ben, je ne suis pas invité dans leur famille, tout ça, parce que ça parle anglais à la maison, ça parle italien. Fait que je suis conscient d'une certaine différence assez vite qui ne m'affecte pas parce que pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Mais je me souviens aussi quand la première vague d'Haïtiens est arrivée. Okay? Donc, pour moi, c'est dans les années, ma fin de secondaire 4, 5, que j'ai vu à l'école les premières personnes avec visiblement d'une autre culture, non européenne. Puis, je me souviens clairement de ces événements-là, mais ma culture a changé énormément depuis ce temps-là, évidemment. Donc, dans mon parcours de foi, lorsque j'ai à peu près 21 ans, 22 ans, je suis interpellé peut-être aller en mission en Afrique. Et ça m'intéresse. Donc, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, lorsque j'ai fini mon parcours d'étudiant. Et moi, je suis un étudiant en éducation physique. OK? Donc, j'ai mon bac en éduc, puis je m'en vais là-bas, mais avec un organisme missionnaire qui a comme fonction de montrer à l'équipe missionnaire qui viennent des États-Unis et de l'Angleterre la langue française, puisqu'Abidjan, c'est en français, puis de lier des amitiés avec les universitaires là-bas. Donc, j'ai énormément de relations avec le sport. En Côte d'Ivoire, je peux jouer au basket à l'extérieur avec des étudiants à l'année longue. Je peux jouer au tennis à l'année longue avec des étudiants. Puis, on peut échanger sur ma foi, ma perspective de foi dans un contexte complètement atypique pour moi, auquel je ne suis pas habitué et que je désire apprendre, comprendre leur perspective sur les ancêtres, sur tout ce qui est spirituel, comment est-ce qu'ils vivent ça, les étudiants là-bas. Donc,
On a des échanges réguliers là-dessus avec des études bibliques à l'occasion. Puis j'apprends beaucoup de ça et j'apprends aussi de mon équipe d'anglophones qui font partie de la même mission théoriquement que moi, mais qui ont des perspectives d'anglophones de l'Angleterre et des Américains. Et je vois que les Américains et les Anglais, ils n'ont pas les mêmes perspectives. Fait que c'est comme, je suis brassé dans ça, puis quand je reviens, de là, je suis malade, j'ai été malade là-bas pas mal, ça m'a pris plusieurs années à m'en remettre, mais là, je vois notre société avec tous ces enjeux-là. Puis les enjeux de la francophonie, déjà à cette époque-là, je me disais, faut qu'on se retrouve. Parce qu'au au Canada, quand j'exprime ça avec des gens anglophones de mon mouvement, ils ne saisissent pas vraiment de quoi je parle. Puis là, je vois bien qu'ils ne saisissent pas, puis que je veux faire les choses différemment, mais il y a un malaise, là. Il y a une négociation à faire. Donc, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, j'ai des rêves, j'ai des visions pour des francophones, mais c'est comme, elle dit, voyons, ça a l'air, ça ne se réalisera pas. Puis, il y a quelques années, quand Martin a commencé à parler de l'IRTIM, m'a parlé de ça, là, je me disais, oh, wow, c'est intéressant. Ce que je voyais quand j'étais jeune pourrait peut-être prendre forme. Il y avait une graine qui avait été semée là qui pourrait peut-être éclore maintenant. Puis, donc, très heureux de participer à ça, très heureux d'être avec vous, puis d'écouter notre discours. Pour nous, le contenu est important, mais lorsqu'on va interagir les uns avec les autres, c'est vraiment ce qu'on veut être attentif. On veut être attentif à ce qui se passe. Puis, lorsqu'on va à des colloques ou des symposiums, j'en ai fait quelques-uns dans les dernières années, Martin, je vais te voler un scoop, parce qu'il m'a dit avant que l'IRTIM avait fait 118 conférences dans les 5 dernières années. Je n'ai pas assisté aux 118, je peux vous dire tout de suite. J'enseignais puis tout ça, mais je suis allé à quelques-unes. Puis là, je me dis, wow, il y a eu 118 occasions marquées où des penseurs ont réfléchi, ont dialogué les uns envers les autres. Quelle richesse! Puis maintenant, ce qu'on veut faire, c'est dire, OK, on est rendu à une autre phase. Puis Martin va vous parler de l'histoire. Mais quand je viens à des colloques comme ça, j'écoute puis j'interagis de façon critique. Je me suis blessé récemment, comme vous pouvez le voir, un accident de vélo de montagne. Pour être très court, puis pour vous amener sur le point, c'est que lorsque j'ai chuté, je suis complètement chuté à gauche, je n'ai pas pu me relever. Puis j'ai eu un pneumothorax sur le. Fait que, donc, ma respiration, c'était quelque chose d'extrêmement pénible. OK? Puis je me suis dit quelque chose de simple comme respirer, auquel je fais à peu près jamais attention, sauf quand je vais courir parce que je me tiens en forme, donc je suis un coureur. Là, toute ma concentration n'est que sur quoi? Respirer. Respirer. Puis à chaque inspiration, expiration, ça fait mal. Fait qu'il faut que je trouve une façon d'essayer de respirer qui me fasse du bien. Fait que la comparaison, je vous la partage pour dire, vous êtes habitué d'entendre des conférences. OK? Vous êtes habitué de respirer là-dedans. Mais là, j'aimerais ça que vous puissiez avoir une autre posture de dire, OK, pour ce que j'ai entendu de l'IRTIM, pour qu'est-ce que je connais de l'IRTIM, qu'est-ce que je pourrais dire que je peux voir pour le futur? Ou voir que ce serait un piège qu'on est là. Ou voir. Puis vous vous dites, ben, j'ai peut-être pas rapport tant que ça, moi, à l'IRTIM. Moi non plus, j'étais atypique dans le parcours des gens ici. La plupart ont des études en théologie. J'ai contribué aussi à différentes choses dans lesquelles j'ai réfléchi beaucoup en fonction de Dieu à la perspective d'immigration, mais moins de façon structurée que la plupart des gens de la place. Donc, on a des parcours atypiques, mais je vous invite à prendre cette posture-là d'écoute puis de critique. OK? Puis de dire, c'est quoi les opportunités? Qu'est-ce que moi, dans mon milieu, ça pourrait avoir comme changement? Qu'est-ce qui serait bien par rapport à tout ça? Donc, je voulais vous laisser avec ce petit défi-là, puis on est vraiment à votre écoute pour savoir lire, évaluer. Après, avec aussi un comité porteur qui va se rencontrer dans quelques semaines, des gens qui nous ont suivis depuis 5 ans, où on veut repasser ça ensemble pour écouter puis avoir une position stratégique. Comme disait Fabienne,
ça ne sera pas un plan quinquennal, mais on va avoir des orientations qui semblent être ancrées dans notre deuxième phase de construction. Donc, bon colloque, bonne écoute. Fait que je pense que je vais appeler Martin ou non? Bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter un peu un petit peu l'historique de l'IRTIM. Euh, c'est assez difficile de faire une histoire linéaire hein, de ce que c'est, mais je vais essayer, à la mesure du possible, là, de le faire. Euh, D'abord, pourquoi on fait ce symposium-ci à ce moment-ci? On est parti il y a quelques années, il y a 5 ans déjà, avec une vision des choses euh, qui était, je vais le dire brutalement, mais on ne savait pas exactement où on s'en allait. Puis tout en sachant aussi où on voulait s'en aller. Euh, Puis là, ben, on se dit, après 5 ans, ben, on est à l'heure de faire un peu le bilan de ce qui s'est fait, de voir là où on est rendu, de voir là où on peut s'en aller, parce qu'il y a énormément de choses qui ont bougé pendant ces 5 années-là. Donc, c'est le temps où on s'arrête pour à la fois célébrer le fait d'avoir survécu pendant 5 ans, ce qui n'était pas un pronostic si évident il y a 5 ans. Et puis maintenant, ben, la question de la survie est vraiment plus un défi. C'est évident il y a de l'espace devant nous. Mais comment on va le faire? Comment on va le faire avec ceux qui collaborent avec nous? Parce que c'est d'abord et avant tout, l'IRTIM, un réseau. On a, en trouvant ce nom-là au départ, d'IRTIM, d'Institut d'études et de recherche théologique en interculturalité, migration et mission, qui est un acronyme de pas d'allure, mais en fait qui sert énormément avec les moteurs de recherche Google parce que n'importe qui tape 2 ou 3 de ces mots-là, on apparaît. Donc ça, mais ce n'était pas vraiment calculé. Euh, mais on est devenu tout sauf un institut. C'est un réseau, c'est un catalyseur, c'est un lieu de recherche, d'enseignement. Dans ce sens-là, ça peut avoir un lien avec un institut, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est surtout ben, tout un mécanisme de réseautage. La vision au départ, elle était complètement transdénominationnelle et c'est ce que c'est aussi. Des gens qui viennent de toutes sortes d'horizons. On a souvent même parfois plus de dénominations qu'on a de personnes à nos événements parce que les gens aussi ont des doubles appartenances pour toutes sortes de raisons et de toutes sortes de manières. Euh, donc, c'est un peu tout ça. Et à l'IRTIM, qui est né officiellement en janvier 2021, euh, en pleine pandémie, il y a aussi une petite préhistoire à ça. Il y a des choses qui se tramaient depuis plusieurs années. Donc, d'abord, bon, sur un plan plus personnel, j'étais de retour d'un séjour qui finalement a duré 10 ans en Colombie. Et puis, à mon retour comme théologien, ben, à peu près tout ce qu'il y avait comme institution théologique se mettait à fermer. D'abord, les facultés de théologie publique qui fermaient, ensuite, ça a été les institutions catholiques. Euh, bon, ce mouvement-là a duré plusieurs années. Euh, et à travers ça, ben, il y a des projets aussi qui sont nés, dont un premier projet de recherche qui avait été fait en partenariat avec l'Institut pastoral des Dominicains, alors que Daniel était directeur à ce moment-là de l'Institut pastoral des Dominicains, et puis le Centre Justice et Foi, jésuite, qui n'existe plus maintenant, tout comme l'Institut pastoral des Dominicains qui n'existe plus maintenant. Et là, il y avait un projet de recherche en milieu catholique qui est né. Euh, Ensuite, parallèlement à ça, un autre projet est né aussi en milieu protestant, où on observait quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire qu'il y avait des églises protestantes qui devenaient francophones. Imaginez le Presbyterian Church of Town of Mount Royal, le haut signe de la bourgeoisie WASP au Québec, est une église presque entièrement
afro-descendante maintenant et bilingue. Et le mouvement a continué, évidemment. Donc, on s'est intéressé à ça. Et ça, c'était en collaboration avec l'École de théologie évangélique du Québec, l'ETEC, et ce projet-là, et puis le Presbyterian College où on se trouve ici. Qu'à l'époque, au Presbyterian College, c'était plutôt rare d'entendre parler français. En fait, si je me parlais à moi-même dans une crise schizophrénique, peut-être, mais sinon, c'était pas possible. Et puis, bon, tout ça a amené des projets de recherche. Ensuite, j'ai travaillé à l'Institut pastoral des Dominicains de façon permanente. J'en suis aussi devenu le directeur. Et puis, on a continué à travailler sur ces projets-là. Et c'est là qu'est né le CERTIM, c'est-à-dire le Centre d'études et de recherche théologique en interculturalité, immigration et mission, au sein de l'Institut pastoral. Quelque chose qui s'est fait avec le grand appui de la Société des missions étrangères, aussi, organisation catholique. Et puis, quand l'Institut pastoral des Dominicains s'est je n'ai pas le terme exact pour le dire, d'abord quand j'ai été congédié, puis ensuite, bon, avec la disparition de l'Institut pastoral, on se disait quand même, ben, tout ça, tout ce bouillonnement-là théologique, et avec les questions qu'on travaillait d'interculturalité, de migration d'un point de vue théologique, qui avaient leur pertinence, et on en trouvait toujours de plus en plus, on se disait, ben, on ne peut pas lâcher ça là, parce que de toute façon, on s'engage à long terme, souvent dans des groupes de recherche, on s'engage à présenter des choses à différents endroits, à faire des formations continues, et tout ça se maintenait malgré tout. Et on se dit que ce serait pertinent de donner une plateforme à ça. Et c'est là j'en ai parlé avec Daniel, justement, qui est dominicain, frère dominicain, avec Pierre Tessier, Yvon Métra, qui était directeur de la formation théologique au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, diocèse catholique. Et puis, quelques mois plus tard, l'IRTIM est né. Et puis officiellement, c'est le 23 avril 2021, on avait notre charte date de ce moment-là. Et puis, donc c'est 2021. Et puis tout l'hiver, bien évidemment, les activités continuent. Puis on cherchait un endroit pour loger. Et puis à ce moment-là, ben, on avait entendu dire que l'École de théologie de l'Église unie du Canada, UTC, était fusionnée avec l'école anglicane qui est juste à côté ici, là où on va se réunir demain soir aussi, le Montreal Dio. Je me suis dit, bon, s'ils se réunissent et qu'ils peuvent les accueillir, ça doit être parce qu'ils ont de la place et que peut-être ils pourront nous accueillir aussi comme institut. Donc, comme je ne connais pas le directeur, j'ai appelé le directeur ici que je connaissais pour avoir les coordonnées de l'autre directeur en disant pourquoi je voulais ces coordonnées. Et puis, il m'a dit tout de suite, on a de la place chez nous. Puis c'est comme ça qu'on a abouti puis de fait, il n'y en avait pas de l'autre côté. Donc, la coïncidence était bonne. Donc, depuis ce temps-là, on est ici. Puis avec un fort appui aussi au départ, avec les moyens qu'on avait, ben, on pouvait se permettre d'être ici, ce qui est quand même pas rien, en plein centre-ville de Montréal, en milieu universitaire. Puis il y avait quelque chose aussi qu'on ignorait, qu'on ignorait complètement à l'époque, en fait. J'allais dire qu'on ignorait un peu, mais complètement, ce n'était pas du tout sous le radar. Mais c'est qu'avec d'abord, comme je disais, il y avait eu la disparition des facultés de théologie au Québec. Il en reste une, qui est l'Université Laval, et en Ontario, l'Université Saint-Paul, qui est une faculté bilingue, c'est tout. Les autres sont disparus au cours des années 2010. Ensuite, au début des années 2020, c'est les institutions catholiques, dont l'IFTM qui a essayé de reprendre, c'est-à-dire c'est les Sulpiciens, le grand séminaire qui a essayé de reprendre une formation laïque, mais qui n'a pas vraiment prise, l'Institut pastoral des Dominicains, qui est aussi disparu, puis le Collège dominicain à Ottawa. Donc, cette formation théologique-là en français a commencé aussi à se donner
à travers les institutions traditionnellement anglophones affiliées à McGill, c'est-à-dire le Collège presbytérien et le Montreal Bio, qui maintenant ont des programmes, même si ce n'est pas la langue première de ces collèges-là, mais c'était encore une fois quelque chose de tout à fait inimaginable, même en 2021. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, on est quand même positionné à l'endroit où émergent de nouveaux programmes de théologie en français. Encore une fois, c'est une coïncidence, même si on ne croit pas du tout aux coïncidences. Ensuite, bon, 2021, on s'installe, puis en 2022, ben, évidemment, on commence à être un petit peu plus connu parce qu'il y a des conférences et des participations à différents événements. Et puis, en 2022, ben, des institutions nous approchent pour voir comment on ne pourrait pas collaborer parce que aussi, l'autre donnée, c'est qu'il n'y a plus au Québec, peut-être à l'Université Laval, il existe encore un bac en théologie complet qui peut se faire à Laval, mais généralement, ce qu'il y a, c'est des maîtrises et doctorats, mais au niveau du premier cycle, c'est des majeurs, des mineurs ou des certificats. Donc, ça disparaît de plus en plus, ce genre de choses-là. Puis les alliances entre institutions sont de plus en plus nécessaires à la survie de chaque institution. Il faut aussi dire hein, que parallèlement à tout ça, il existe quand même dans le monde évangélique des institutions d'enseignement théologique qui sont assez importantes. Il y en a 5 ou 6 dans la région montréalaise. Donc, et là, des partenariats se développent. Pierre Lebel aussi qui joint comme chercheur associé à ce moment-là à l'Institut, à l'IRTIM. Et puis, c'est le début aussi de la collaboration avec les ministères en français de l'Église unie du Canada qui veulent faire un peu la même chose que l'IRTIM. Et puis, il y a une collaboration qui commence à ce moment-là très étroite avec un modèle aussi particulier de financement, mais qui nous permettent d'avancer. Puis là, ça assure aussi des, la survie, là, ou plus que la survie, mieux que la survie de l'Église pour les années qui suivent. Cette collaboration-là avec l'Église unie, qui a quand même un positionnement sociopolitique aussi reconnu, a fait en sorte que la collaboration qu'on avait avant avec l'École de théologie évangélique du Québec a cessé. Parce que vous savez, l'Église unie est une Église inclusive, ouverte. Il y a des pasteurs, on ordonne des pasteurs homosexuels, on marie des homosexuels, il y a des pasteurs transgenres, ce qui, dans un milieu, disons, un peu plus conservateur comme les TEC, était moins acceptable. Donc, on a poursuivi, nous, évidemment, en étant ouverts à travailler avec différentes tendances, parce que c'est un peu dans l'essence même de l'IRTIM, mais c'est avec l'Église unie qu'on a continué. Ensuite, en 2023, ben, sur un plan plus personnel aussi, j'ai débuté un travail de pasteur à demi-temps avec l'Église évangélique de Farnham. C'était parce que ça fait aussi partie de la perspective de l'IRTIM, c'est-à-dire le travail théologique, la réflexion théologique s'ancrer, doit s'incarner dans un travail pastoral. C'est le terrain, en fait, du travail de la réflexion théologique. Il y a différents éléments qui faisaient qu'on se retrouvait là, parce que je ne suis pas du tout du monde rural. Mais on avait déjà commencé depuis plusieurs années auparavant à essayer d'implanter un ministère auprès des travailleurs migrants agricoles latino-américains. On a essayé toutes sortes de choses qui n'ont qui ont pas du tout fonctionné de la façon dont on se l'imaginait à ce moment-là. Et en commençant ce ministère-là à Farnham, ben, il y a quelque chose qui est apparu. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des cultes bilingues, espagnol-français. Les travailleurs ont commencé à venir à ce culte-là. Puis depuis ce temps-là, il y a aussi même des diasporas d'églises persécutées, hein, des gens qui viennent d'églises persécutées, qui viennent à l'église. Donc, ça oriente beaucoup nos ministères, évidemment. Et puis, c'est un terrain absolument extraordinaire pour faire de la théologie.
Et ça confronte beaucoup de choses. Euh, et c'est aussi le début d'une collaboration avec l'Université Saint-Paul à Ottawa euh, en termes de cours sur la théologie de la migration, donc qu'on assure à Saint-Paul. Saint-Paul étant une institution bilingue, ben, le cours est offert en anglais une année, en français l'autre année. Et c'est ça aussi, hein, l'IRTIM, on a des formations qui se sont données, des cours qui se sont donnés euh, dans, dans 3 des 4 langues des Amériques, en français, en anglais, en espagnol. Euh, c'est une autre particularité. Évidemment, avec l'association qu'on a eue avec les ministères en français de l'Église unie du Canada, ça nous a amené à approfondir la thématique de la théologie francophone en Amérique du Nord de façon plus précise. Ensuite, en 2024, ben, les ministères en français de l'Église unie du Canada, les gens se sont dit, ce serait bon d'avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré, même s'il n'y a pas de lettres patentes qui viennent avec, mais quelque chose d'un peu plus structuré pour la formation des pasteurs qui arrivent d'ailleurs, pour la formation des laïcs, des églises qui émergent, des églises francophones de l'Église unie. Et puis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans crouler sous le poids administratif d'un institut? Ben, ils ont trouvé le modèle idéal à suivre, c'est-à-dire l'IRTIM. Et là est né l'IPETEUC, l'Institut protestant de théologie de l'Église unie du Canada. Encore une fois, c'est un nom que personne n'a pensé, c'est juste qu'il fallait trouver un nom vite. On a rabouté ce qui le caractérisait, puis c'est très aidant sur les moteurs de recherche. Euh, Donc, c'est une histoire sans qu'on ait jamais pensé au départ. Au départ, il n'y avait jamais une idée de croissance autour de l'IRTIM. C'était d'assurer quelque chose qui était en train de disparaître, mais de l'assurer autrement, avec d'autres questions, avec d'autres approches, toujours dans une perspective de théologie contextuelle. Et puis, finalement, on se retrouve aussi à croître en même temps. Parce que, évidemment, ces questions-là suscitent toujours de plus en plus de demandes. Quand je dis de demande, euh, notre façon de comprendre la demande, ce n'est pas parce qu'il y a des étudiants qui s'inscrivent nécessairement au cours, parce que c'est ce qu'on a de particulier comme institution académique, c'est qu'on ne peut pas s'inscrire chez nous. Il faut s'inscrire chez nos partenaires avec qui on collabore. Et tout ça, c'est probablement mes traumatismes passés avec les administrations et les institutions éducationnelles qui fait qu'on a essayé d'éviter ça le plus possible. Mais il y a des choses qui sont possibles parce que d'autres font, administrativement parlant, ils le font très bien. Et là, on peut collaborer avec ces personnes-là, ce qui nous amène à travailler beaucoup en collaboration. Euh, et puis, bon, la demande, c'est en fait celle des milieux, hein, parce que les diocèses catholiques, les églises locales, des communautés religieuses nous sollicitent parce que les gens vivent des situations que nous, on étudie, sur lesquelles on réfléchit collectivement, et puis ça fait en sorte qu'on a eu, euh, on est intervenu à différents endroits depuis ce temps-là. Évidemment, bon, cette croissance-là fait aussi un certain poids sur le plan du travail. Jérémy, qui est arrivé dans l'équipe l'an dernier aussi, à peu d'heures semaine au départ, mais maintenant c'est plus permanent. Euh, et puis, on se retrouve cette année avec, on a eu un colloque qui a été organisé par Yertim Ipeteux sur la théologie de la migration, plus particulièrement sur des thématiques pneumatologiques au mois d'août, où on découvre hein, à travers des événements comme ça des thématiques qu'on n'aurait jamais soupçonnées dans notre contexte. On, on, on est généralement plus propens à s'intéresser au passage du Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique, même au marécage du Darien entre la Colombie et le Panama. C'est notre continent, c'est les gens qu'on voit arriver comme réfugiés. Mais à ce colloque-là, il nous est apparu, en fait, le quart des propositions qui ont été faites d'intervention étaient sur les migrants subsahariens qui transitent par le Maroc.
c'est une réalité nouvelle pour nous. Intéressant, parce qu'en fait, on découvre aussi à travers ces événements, ces événements-là, oui, un mouvement de transit vers ici et qui transite par le Maroc. Pas juste pour aller en Europe, mais venir ici aussi. Et ça nous met évidemment au premier rang de ce qui se passe euh, au niveau des églises. Donc, tous ces événements-là contribuent euh, à notre réflexion. Euh, Aussi, c'est que l'Irtim, dans son essence, ne se promeut pas lui-même. Parce que, bon, d'abord, on ne vend pas de cours, on ne cherche pas à avoir des étudiants, on les envoie toujours ailleurs. Ben, on ne fait pas la promotion de l'IRTIM comme telle. Ce qu'on veut, finalement, c'est vraiment la promotion d'une mission de présence, d'une mission de Dieu, d'une présence de Dieu dans le monde, sensible au contexte. Et ce contexte qu'on travaille, nous, et il y en a beaucoup d'autres, mais c'est celui du mouvement migratoire, qui va provoquer des relations interculturelles, qui va traiter des questions qui sont derrière ces mouvements migratoires-là, c'est-à-dire les conflits armés, c'est-à-dire aussi les crises écologiques, mais tout l'épicentre, je dirais, de la réflexion est autour de cette migration-là, et qui inclut évidemment la question de la mission. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'IRTIM, c'est d'abord un réseau. Et puis, à travers ces années-là, ben, c'est un réseau qui se bâtit, des alliances qui se bâtissent, qui se construisent. C'est très asymétrique, le genre de partenariat qu'on a avec une et l'autre institution. Euh, On a, par exemple, depuis le début, participé à la table interdiocésaine au départ, et ensuite c'est devenu interdénominationnel de pastorale auprès des travailleurs migrants agricoles, la TID-PTMA, un autre acronyme absolument merveilleux. Euh, ça qui est surtout né en milieu catholique, parce que c'était des paroisses. Puis Jason ici, qui fait partie de la table et du RATMAC, ça, c'est une autre histoire qui sera racontée samedi. Euh, et puis, bon, depuis le début, on est là. Il y a eu un travail de théologie collective fait à travers ça, avec des articles de vulgarisation qui ont été publiés aussi à travers la plateforme d'Interbible. La Société des missions étrangères aussi, même dans la préhistoire de l'IRTIM, qui a sa part, et puis avec laquelle on travaille aussi maintenant en termes de formation. Les Dominicains toujours présents, le lien est toujours là avec les Dominicains. Euh, un groupe aussi, Missio Dei, qui est en fait, puis ça, c'est aussi à mesure que la plante croît, celle de l'hyrtine, on découvre des racines qu'on ne soupçonnait pas et qui sont aussi à la base de cette plante-là. Et Missio Dei, c'en est un. C'est un groupe d'évangéliques qui ont travaillé depuis les années 2000 à mettre sur pied une chaire d'études et de recherche, une chaire d'enseignement et de recherche euh, en missiologie protestante à l'Université Laval, chaire qui existe maintenant. Euh, et puis, beaucoup de membres de Missio Dei qui sont ici avec nous aussi ce soir font partie de l'IRTIM parce que toute cette réflexion-là, ça a alimenté ensuite la réflexion de l'IRTIM puisque c'est aujourd'hui. Des partenariats, c'est aussi avec des institutions académiques. Bon, comme je vous le disais, principalement, il y a deux institutions théologiques, l'Université Saint-Paul, avec lesquelles on partage des cours, puis des projets de recherche, des événements, et aussi l'Université Laval, particulièrement avec la chaire Marie Fitzbach, qui est dirigée par Nadia Baccaro, qui est ici, en éthique sociale. Évidemment, c'est des sujets très connexes, des champs très connexes, l'éthique sociale et la théologie de la migration. Et vraiment, beaucoup d'événements se sont faits en collaboration avec ces deux entités-là.
Ben, avec l'IPTEUC aussi, ça nous mène à collaborer au Montreal DIO parce que l'Institut protestant, en fait, les cours qui sont offerts par l'Institut protestant de théologie de l'Église unie du Canada sont accrédités par l'institution anglicane. Fait que là, vous voyez aussi, on voit le nombre de dénominations qui se multiplient là, à chaque fois qu'on parle de ça. Les ministères en français au sein de l'Église unie, puis vous vous imaginez que les ministères en français au sein de l'Église unie, la francophonie de l'Église unie, ce n'est pas une conversion massive au cours des années 2020 de Canadiens français blancs anciennement catholiques qui se convertissent au protestantisme historique. Bien sûr que non. Quelques-uns, bien sûr, mais c'est majoritairement l'immigration africaine qui se joint à ces ministères en français-là, à l'Église unie, mais qui sont d'abord et avant tout des gens de l'Église évangélique du Cameroun, qui sont d'abord et avant tout d'Églises réformées au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et c'est ça, l'Église francophone de l'Église unie. Donc, ça nous amène à pénétrer dans des champs théologiques avec des histoires peu communes aussi. Le Collège presbytérien fait partie de nos partenaires. Évidemment, on s'enfarge toujours un dans l'autre parce qu'on est dans les mêmes lieux. Et puis, il y a des partenariats aussi pour des cours avec le Collège. Et puis là, nouvellement, arrivé au cours de l'année 2025, là, c'est des partenariats internationaux qui apparaissent. Parce que, bon, l'IRTIM commence à être connu un peu partout. Et puis, on nous cherche depuis partout dans le monde. Puis, donc, d'abord, il y a l'Institut Al-Muwafaqa au Maroc, un institut écuménique qui a été fondé par le diocèse catholique de Rabat et l'Église évangélique du Maroc. Une église surtout de migrants. Quelle coïncidence. Et puis, bon, avec lesquels aussi, c'est des partenariats de cours, groupes de recherche, organisation d'événements. Et la faculté universitaire de théologie protestante à Bruxelles, Bernard Coyot, qui est avec nous en présentiel, qui est directeur de cette faculté-là, avec laquelle on a très rapidement développé des liens. Puis on travaille toujours à approfondir ces liens-là, entre autres autour d'une école doctorale qu'on est en train de forger ici à l'IRTIM. Encore une fois, on travaille avec des partenariats et ces partenariats-là envisagés, c'est avec la faculté universitaire, l'Université Saint-Paul aussi, mais aussi avec la faculté universitaire de théologie protestante. Évidemment, l'Église où je suis pasteur m'influence beaucoup dans ma façon de faire la théologie. Et on a eu aussi au début de l'IRTIM, parce qu'on était engagé dans des cours, puis avec la situation qui avait été provoquée avec le démantèlement de l'Institut pastoral, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil se retrouvait sans institution de formation d'appui. Et puis, bon, ça donnait que c'était des années où on était dans de la formation dans l'interculturel, dans la théologie de la migration. Et là, on a eu une grande collaboration. Et puis, je pense même qu'on a ouvert des terrains euh, avec le diocèse catholique de Saint-Jean-Longueuil, particulièrement avec des formations au diocèse en espagnol et en anglais aussi. Des populations importantes à ce niveau-là, mais le diocèse n'avait jamais offert de formation nécessairement à ces paroisses-là. Et là, c'est apparu. Et les sulpiciens de l'IFTM, l'Institut de formation théologique de Montréal, les sulpiciens qui sont à Montréal depuis le milieu du 19e siècle pour former des prêtres, vous comprendrez qu'ils ont dû se reconvertir parce que former des prêtres, c'est plus ce qui se fait tellement ici. Donc, ils se sont dit, on va offrir quelque chose pour les laïcs. Et on a eu des programmes conjoints. On a construit ensemble un programme en études pastorales avec l'IFTM qui n'a pas duré dans le temps, malheureusement. Mais les liens sont évidemment toujours là. L'appui, on a eu aussi un appui financier puis, et un peu plus d'une congrégation à Rimouski, les religieuses de Notre-Dame du Rosaire, qui ont beaucoup suivi notre cheminement et appuyé dans notre cheminement aussi.
Et aussi, bon, l'Institut pastoral du diocèse de Rimouski, avec lequel on avait un échange de profs, tout simplement. Parce que les institutions deviennent de plus en plus petites. Évidemment, on ne peut pas avoir un spécialiste de chaque champ d'études à l'IRTIM. Donc, quand on a besoin de biblistes, on va les chercher ailleurs. Par exemple, au diocèse de Rimouski, l'Institut pastoral là-bas, eux avaient des bons biblistes. Ils donnaient les cours de Bible, on donnait des cours de théologie contextuelle, d'interculturalité dans leur programme. Malheureusement, le partenariat s'arrête, pas parce qu'on ne s'entendait plus, mais parce qu'on a sabordé tout simplement cet institut pastoral-là. Les instituts pastoraux diocésains qui étaient encore survivants en 2020, c'est-à-dire Chicoutimi et Rimouski, parce qu'il y en avait un peu partout au Québec avant, ces deux-là ont fermé leurs portes dans les dernières années. Et puis, un autre partenariat aussi, les navigateurs, une organisation missionnaire évangélique avec laquelle on collabore. C'est eux qui permettent aussi le fait qu'on puisse recevoir des dons de charité. Et eux peuvent émettre des reçus d'impôts, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on ne veut pas faire non plus, parce qu'on essaie toujours le plus possible de ne pas s'enliser dans l'administratif et vraiment se concentrer sur la mission. On ne peut pas le faire complètement, mais on réussit à le faire en bonne partie. Et c'est ce qui fait qu'on peut survivre et qu'on peut même bien fonctionner dans le cadre actuel. Donc, c'est essentiellement ces organisations-là, mais plus que ça encore, et plus essentiellement probablement, c'est toutes les personnes qui tournent autour de l'IRTIM. Donc, c'est un peu pour réunir tous ces gens-là qui collaborent d'une façon ou d'une autre, et puis aussi réunir des gens qui, naturellement, n'ont pas nécessairement de lien les uns entre les autres, parce que tout le monde provient de dénominations différentes, qu'on se dit que ce serait important de faire ce symposium-ci. Demain, vous allez voir encore plus de monde aussi qui vont joindre à nous, puis qui viennent de toutes sortes d'horizons. Puis ce qu'on voulait créer avec cet événement-là, c'est vraiment, comme on l'a annoncé tout à l'heure, une conversation, une rencontre. Parce que, en fait, quand on nous demande, quand on me dit bon, l'IRTIM, c'est quoi, on ne comprend pas trop c'est quoi, je n'ai pas vraiment de réponse à donner parce que je ne le sais pas moi non plus. Et c'est à travers les conversations qu'on est en train ensemble de construire. Et si on dit aujourd'hui que c'est quelque chose de transdénominationnel, c'est parce que je regarde les personnes qui sont devant moi, puis je peux dire, oui, on est transdénominationnel. C'est pas parce qu'on l'a imaginé avant. Si on peut dire qu'on a une théologie progressiste et une réflexion de praticiens, à partir des praticiens, des expériences des praticiens, c'est parce que je regarde les gens qui sont autour de l'IRTIM et je le constate. C'est pas parce qu'on a dit, il faudrait que ce soit ça. Donc, c'est comme ça que l'IRTIM se construit. On prend ça très au sérieux, puis on se dit, ben, le symposium, on va le faire dans cette perspective-là, en donnant tout autant d'importance aux échanges informels qu'aux échanges plus formels. En espérant que j'ai un petit peu apporté de lumière à ce qu'est l'IRTIM, mais ça va se poursuivre, c'est juste un hors-d'œuvre finalement. Puis, je vais vous présenter en fait, celle qui est notre intervenante principale ce soir. Puis, j'ai demandé à pouvoir la présenter parce que ça me fait plaisir de pouvoir la présenter, tout simplement. On se connaît depuis déjà plusieurs années, presque 20 ans. On était tout jeunes enfants. Donc, Lisa Marie Gervais, qui est journaliste au journal Le Devoir, c'est en 2008, où Lisa, tu avais une bourse pour venir faire un reportage en zone assez rouge, en fait, ce qu'on appelait les zones rouges foncées en Colombie, extrêmement dangereuses. Puis on était en contact de façon hebdomadaire avec ton téléphone satellite, juste pour savoir qu'elle était encore vivante, puis que je n'avais pas à rapporter à voir comment rapporter son corps avec l'ambassade du Canada. Je caricature un peu, mais il y avait de ça aussi. Puis, mais ça a été une heureuse rencontre. Puis ensuite de ça, ben, c'est devenu plus que juste cette rencontre-là quand je suis revenu au Québec surtout,
puis qu'elle a commencé à travailler de façon permanente au devoir, c'est devenu aussi ma source principale d'information, parce que c'est elle qui produit ça, l'information sur les migrants. Et quelque chose que j'admire particulièrement dans son écriture, c'est sa façon de construire la narrative, la narration. Il y a certains médias, on ne les nommera pas, mais vous savez lesquels, auxquels on fait référence, qui sont plus anecdotiques, pour ne pas dire potineux. Puis c'est de montrer le drame, c'est de montrer la cicatrice physique, c'est de montrer... alors que les réalités de vie sont beaucoup plus complexes. C'est à la fois dans les processus migratoires des grandes sources de bonheur et de souffrance en même temps. Mais comment transmettre ça? Et cette façon de transmettre le vécu à travers cette construction narrative-là, ben, ressemble pour nous à notre façon de comprendre les textes bibliques, qui sont des narratifs, qui sont des récits, qui sont plus que ça encore des récits de migration. On nous parle Noé qui va sur l'arche, c'est le premier migrant climatique. On nous parle d'Abraham qui sort de son pays vers une terre qu'il ne connaît pas, que Dieu lui montrera. C'est souvent d'ailleurs le verset que portent beaucoup de migrants avec eux quand ils migrent. L'Ancien Testament a été écrit pendant et à la suite de l'expérience de l'exil. Très peu de textes datent d'avant ça. On a tout repensé la tradition hébraïque à travers l'expérience de l'exil, et c'est ce qu'on a. On a évidemment l'impérialisme, le colonialisme ont influencé notre compréhension de ces textes-là, parce qu'eux ont offert une interprétation de ça. Et quand on parle de Moïse, puis ce qui nous vient en tête, c'est toujours les 10 commandements avec Charlton Heston, qui est dans un faux décor de Moyen-Orient, puis où les 4 heures et demie du film se passent, 4 heures des 4 heures et demie du film se passent en Égypte, alors que ce sont que quelques chapitres dans l'Exode qui sont en Égypte. 3, en fait. Les 40 et quelques autres se passent sur la route et jamais Moïse entre en terre promise. Tout ça se passe dans un mouvement migratoire. Et c'est quelque chose qui est omis par la tradition orale, revue par l'impérialisme et revue par le colonialisme. Et on récupère, nous, justement, ces histoires-là. Le Nouveau Testament, c'est celui d'un Messie qui naît en dehors de chez lui et qui doit, dans les premières secondes de sa vie, vivre comme réfugié. Qui d'ailleurs est présenté à sa naissance dans l'Évangile de Matthieu comme étant un réfugié qui fuit en Égypte. Et quand il va ressusciter et qu'il va apparaître aux disciples d'Emmaüs, il va apparaître comme l'immigrant résident à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on reconnaît le ressuscité comme un migrant. Une image très forte. Les lettres des apôtres, c'est des gens qui vivent en migrant tout le temps. Et encore une fois, l'impérialisme, le colonialisme nous a fait comprendre la diffusion du christianisme comme un mouvement missionnaire financé par leurs églises mères qui vont propager la bonne nouvelle à des êtres carents qui ne savent rien de Dieu, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de connaissances, et nous qui possédons vont leur donner. Ça, c'est un calque que les missionnaires colonialistes, en fait, plus civilisationnistes que missionnaires évangélistes, ont voulu faire porter à la Bible. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est des chrétiens persécutés qui s'en vont de là où ils sont parce qu'ils craignent pour leur vie. C'est des réfugiés qui vont ailleurs. Et là, on voit par leur témoignage de vie quelque chose de tout à fait nouveau. On prêche le pardon, l'amour, la réconciliation, la fraternité, une pratique de la philoxénie, de l'hospitalité, et c'est ce qui va donner naissance au christianisme tel qu'on connaît. C'est une expérience d'abord et avant tout de migration et d'actes d'accueil et d'hospitalité. Je vais en parler plus théologiquement demain.